Bonjour, je me présente une fois de plus à l'occasion de mon dernier livre SOS Psy, le débriefing. Je me permets de répondre aussi à certaines questions fort légitimes que m'ont posées certains internautes, intrigués par mon parcours atypique. Donc, je suis le docteur Fliège, docteur en psychologie clinique et écrivain. Qualifié maître de conférence, je n'ai jamais été titularisé car je n'étais pas familiarisé avec les pratiques frauduleuses telles le favoritisme, le retour d'ascenseur et d'autres formes de corruption qui ont cours dans les milieux universitaires. J'ai démissionné en 2011 de mon poste de chargé de cours à l'université Montpellier 3 Paul Valéry pour protester contre les agissements de certains responsables tels Brigitte Leroy-Piémont. Si mon geste n'a pas eu le résultat escompté, il m'a néanmoins permis de me consacrer à plein temps à la clinique et à la recherche psychoclinique ainsi qu'à mon dada qu'est l'écriture. D'ailleurs, clinicien et chercheur au sein de l'ONG internationale d'intervention psychologique SOS Psy, je n'ai jamais cessé d'écrire. Je pense que cette vocation puise ses sources dans le contact quotidien avec des personnes en grande détresse morale. Leur parcours est parfois dramatique et toujours touchant. Je dirais que ce sont mes patients qui m'ont tout appris et bien entendu c'est à eux que je dédie ce livre. Enfin, soit dit en passant, la vente de ces publications représente l'unique source de revenus de l'association. Je remercie pour leur courage et leur soutien indéfectible mes amis Didier, François, Chris, Daniela et bien d'autres. Vous vous demanderez peut-être pourquoi mes collègues préfèrent rester dans l'anonymat. Il y a pour cela deux raisons principales. D'abord, pendant des années, certains patients en crise n'hésitaient pas à se rendre en pleine nuit au domicile de nos intervenants pour solliciter leur aide. De ce fait, les psychologues n'avaient plus de vie privée. Puis, il y avait un jour un événement qui a marqué les annales de notre association. Une nuit, on m'a appelé d'un squat pour négocier avec un soi-disant preneur d'otages. Sur place, j'ai appris que ce dernier, armé d'un canif, s'était enfermé avec une jeune fille dans une chambre. Il menaçait de la tuer si on ne lui rendait pas son matos, en l'occurrence quelques doses d'héroïne. Comme il me connaissait de réputation, il m'écoutait et finissait par relâcher son otage. Ce que j'ignorais alors, c'était que quelqu'un avait composé le 17 juste avant mon arrivée. Alors que la situation venait d'aboutir à un dénouement heureux, une voix amplifiée par un mégaphone enjoignait aux occupants du squat de sortir, un par un et les mains en l'air. J'étais manifestement le seul à saisir que les choses se présentaient mal pour le jeune toxicomane. Il ne risquait rien moins que de se retrouver à la cour d'assises. Et comme il avait été pris d'un accès psychopathologique, qu'il avait rapidement obtempéré sans passer à l'acte, on ne pouvait pas le considérer comme un criminel. En un instant, je me suis rendu compte que les forces de l'ordre allaient non seulement l'arrêter, mais évacuer le squat qui hébergeait des familles entières de sans-logis. J'ai recommandé aux squatteurs qui se trouvaient à mes côtés de dire qu'il y avait eu une fausse alerte et de faire passer le mot à tout le monde. L'instant d'après, les agents défonçaient la porte d'entrée et faisaient irruption dans l'immeuble. Casqués et munis de fusils d'assaut, ils se comportaient en vrais cow-boys. Je dois admettre que je n'en menais pas large en me dirigeant vers celui qui me paraissait être le chef du commando. En souriant, je lui ai lancé « Désolé, c'était une erreur de ma part, une fausse alerte ». J'étais sidéré de voir sa colère et sa frustration manifestes. Lui et ses comparses avaient probablement espéré pouvoir en découdre avec ces nécessiteux qu'ils exécraient des personnes indigentes qui avaient trouvé refuge dans ce bâtiment laissé à l'abandon depuis des années. Après avoir interrogé les présents qui affirmaient unanimement
qu'il n'y avait aucun problème, ils comprenaient que leur présence était désormais inutile. Plusieurs d'entre eux me dévisageaient avec une haine à peine contenue. Je parle des agents de police. Tout se passait comme si je les avais empêchés de se défouler, comme si je les avais spoliés de la satisfaction que leur aurait procuré une opération musclée, voire une bonne fusillade. En entravant leur appétence belliqueuse, je leur avais apparemment gâché la soirée. Le commandant en chef donna l'ordre à ses troupes de se retirer. Avant de partir, il me foudroya du regard en lâchant d'un ton menaçant et sans équivoque « On se reverra ». Si chacun doit se débrouiller avec sa conscience, on s'aperçoit que l'éthique du psychologue, dont le premier souci concerne le bien et la sécurité de ses patients, ne coïncide pas nécessairement avec celui de la police. Voilà le deuxième motif qui a amené nos intervenants à s'abstenir de divulguer leurs données personnelles et à observer une grande discrétion dans l'exercice de leur travail difficile et parfois périlleux. Alors, l'ouvrage que je me propose de vous présenter aujourd'hui vient d'être publié. Intitulé SOS Psy, le débriefing, il se distingue des précédents écrits en ce qu'il expose pour la première fois l'histoire et le fonctionnement de l'ONG, mais la majeure partie du livre est consacrée au débriefing, qui se révèle de loin la méthode la plus efficace pour traiter un choc traumatique. Dans ce livre, je me propose d'abord de faire découvrir au public SOS Psy et d'introduire à ses principes fondateurs, ses objectifs, sa méthodologie et son action sur le terrain. Afin d'illustrer le travail qu'accomplit notre association au quotidien, j'ai retranscrit des exemples concrets, représentatifs de notre expérience psychoclinique et de nos succès thérapeutiques, ainsi que les témoignages de patients et d'intervenants. Cependant, le principal propos de ce livre consiste à initier le lecteur, même parfaitement novice en matière de psychologie, à la technique du débriefing. Si cette approche thérapeutique a fait ses preuves depuis près d'un siècle, SOS Psy l'a profondément révisée en vue de la rendre opératoire en toutes circonstances et de la rendre accessible au plus grand nombre. D'ailleurs, le recours au débriefing, encore assez méconnu, se révèle assez simple et aisé, à la seule condition qu'on se conforme aux instructions ici précisées, et notamment celles qui explicitent le contenu et la succession de ces différentes étapes thérapeutiques. Si on respecte ces directives, on peut appliquer cette technique en conjuguant rigueur méthodologique et souplesse intuitive dans des situations très ardues, pour dénouer des conflits individuels ou collectifs et apporter un soutien inestimable à des personnes en grande détresse psychique et ou gravement traumatisées. Ainsi, ce texte se veut avant tout un manuel à l'intention des particuliers, des familles et des couples, du personnel d'entreprise, des établissements scolaires et ou spécialisés, des hôpitaux, des individus et des groupes en situation de crise et de guerre. Il est conçu comme un précis de l'intervention psychoclinique, un outil profitable pour tout un chacun et essentiel pour les professionnels de la santé mentale. Il s'adresse à tous ceux qui risquent d'assister dans leur sphère privée ou dans leur vie professionnelle à un événement potentiellement traumatisant, à l'accès psychopathologique d'un tiers ou à toutes sortes de crises comportant une contrepartie psychologique. Dans la dernière partie de l'ouvrage, j'ai tenté d'exposer les avancées récentes de nos recherches sur la méthodologie et la praxéologie du débriefing à mettre en œuvre pour permettre aux victimes d'un choc traumatique de métaboliser symboliquement leur vécu douloureux et de recouvrer leur place de sujet. Ce chapitre ne manquera pas d'intéresser tous ceux qui s'attellent à l'exploration de l'appareil psychique et qui sont confrontés aux questions que soulève le fonctionnement de l'inconscient. Alors d'abord, en ce qui concerne la création de l'association SOS Psy. Suite à la vague d'attentats qui a frappé la capitale française en 1995,
une dizaine de psychologues et moi-même avons mis en place dans l'urgence une cellule de crise afin de porter secours aux victimes. Parmi les rescapés de ces attaques, nous avons d'emblée établi une distinction entre victimes dites primaires, secondaires ou tertiaires. Les premiers étaient grièvement blessés et risquaient de rester mutilés à vie. Les deuxièmes, physiquement indemnes ou ne présentant que des lésions superficielles, avaient été témoins directs ou indirects de ces atrocités. Enfin, les dernières avaient pris connaissance de ces événements de façon parfaitement indirecte, le plus souvent par les médias. Cependant, en apprenant ces faits effroyables, même ces personnes-là avaient souvent subi un choc majeur et nécessitant notre intervention. Dans une proportion impressionnante, les témoins directs ou indirects de ces cataclysmes souffraient de symptômes liés au stress post-traumatique, le syndrome de post-traumatique qu'on appelle aussi le SSPT. En procédant à un premier bilan sur les répercussions psychopathologiques de ce désastre sur les victimes, nous avons fait un constat qui nous paraissait à première vue assez contradictoire. Ainsi, et contre toute attente, la plupart de ceux qui avaient été atteints dans leur intégrité corporelle présentaient des traumas psychiques moins sévères que les autres, non blessés physiquement. Tous passaient comme si leurs lésions corporelles les avaient en quelque sorte protégés contre une effraction pathogène de leur appareil psychique. Leur défense psychique s'était avérée plus efficace que celle des autres, qui avaient réchappé aux ravages matériels provoqués par les bombes. Il faut dire que dans le Paris de cette époque, la population était épouvantée et une panique générale se propageait comme un feu de broussailles. Les pouvoirs publics, dépassés par le chaos ambiant et trop débordés pour rétablir l'ordre, se montraient dans l'incapacité de nous seconder dans notre travail et de se concerter avec nous afin de nous faciliter de mener à bien notre tâche. Ainsi, c'était en parfaite indépendance, avec le seul aval des autorités, que nous nous sommes attelés à notre devoir. Après avoir mis en place une antenne téléphonique, nous sommes intervenus auprès des victimes, que ce soit en milieu hospitalier, à domicile, voire dans la rue. Afin de mettre en œuvre un dispositif thérapeutique adapté aux besoins de nos patients, nous nous sommes appuyés sur le procédé déjà existant du débriefing. Il s'agissait là d'une technique inventée par les Américains durant la Première Guerre mondiale, puis améliorée par les Canadiens. Nous avons immédiatement fait appel à cette méthode pour prendre en charge les victimes et pour éviter le déclenchement d'une névrose traumatique chez elles. Au cours de nos interventions, nous avons exploré la nature des traumatismes subis par des témoins directs ou indirects de ces cataclysmes. Nous n'avons pas tardé à découvrir que la gravité des atteintes psychiques était sans commune mesure avec celle objective des incidents à l'origine des traumatismes. En examinant les personnes auxquelles nous apportions notre soutien, nous nous sommes rendus à l'évidence que la seule signification subjective, donc pour le sujet, que revêtait pour le patient le facteur événementiel, présentait une véritable pertinence clinique. Donc, pas l'événement en soi, mais la façon dont le sujet a perçu cet événement. Du point de vue métapsychologique, l'intensité ou la nature des faits concrets à l'origine du choc se révélait dès lors, sinon anecdotique, du moins négligeable et secondaire à l'écart de leur impact sur le vécu subjectif du patient, une fois de plus. Dans une optique psychoclinique, la signification subjective de l'événement déclenchant l'emportait donc largement sur la dimension objective des préjudices tangibles qu'avait subi la victime. Ainsi, de simples témoins des événements destructeurs souffraient souvent de chocs post-traumatiques majeurs et fortement invalidants. En quelques jours, une cinquantaine de psychologues s'est jointe à notre initiative.
En marge de nos interventions, nous avons constaté l'émergence inquiétante d'une grande détresse morale s'étendant à toutes les couches de la population et dont l'ampleur dépassait les prévisions les plus alarmistes. 3 ans plus tard, et face à la prolifération exponentielle de nouvelles pathologies, telles les états limites, de la dépression et des suicides, et devant le désistement et la passivité des autorités sanitaires, nous nous sommes résolus à fonder l'association SOS Psy en 1998. Alors, le débriefing et ses fondements historiques. Historiquement, le débriefing puise ses sources premières dans les répercussions psychiques que les affrontements meurtriers de la Première Guerre mondiale sur un nombre incalculable de soldats américains. Ceux-ci, déclarés inaptes au combat, mais ne présentant aucune lésion physique, étaient alités dans des baraquements sanitaires à l'arrière des tranchées et des champs de bataille. Les généraux US recensaient alors d'innombrables cas de traumatisation psychologique, rendant inopérants les combattants touchés par ce phénomène. À l'égard de l'étendue inquiétante des préjudices qu'il risquait de causer à l'armée américaine, des médecins furent chargés de tout mettre en œuvre pour remettre sur pied les traumatisés. Ce furent donc des préoccupations d'ordre purement stratégique qui amenèrent ces praticiens à élaborer une thérapie ad hoc censée rendre à nouveau opérationnels les militaires en état de choc. Cependant, ce ne fut qu'en 1983 que le psychologue Jeffrey Mitchell redéfinit de façon plus détaillée ce type de prise en charge post-traumatique et lui donna le nom de debriefing en anglais. Alors, il a d'abord élaboré plusieurs versions formalistes du debriefing qui sont toujours en cours aujourd'hui. À l'heure actuelle, on utilise plusieurs modèles de debriefing. La technique la plus répandue aux États-Unis, le CISD, Critical Incident Stress Debriefing de Mitchell, est fondée sur une approche strictement cognitive et un protocole méticuleusement structuré en une multitude d'étapes et de sous-étapes et d'injonctions extrêmement détaillées et contraignantes. Se déroulant généralement en une seule séance, il ne laisse aucune place à l'intuition de l'intervenant, ni à l'expression spontanée et subjective des victimes. Le psychologue, dont la fonction est réduite à une dimension pédagogique, se borne à dispenser à ses patients des conseils plus ou moins avisés et préétablis. Le modèle qui s'impose chez les professionnels de la santé mentale dans l'espace francophone, désigné par le sigle IPPI, Intervention psychothérapeutique post-immédiate, revendique explicitement son inspiration psychanalytique et ambitionne de ne pas forcer l'énoncé du récit par les victimes. Néanmoins, force est de constater que la conception parfaitement protocolaire et la multiplication protéiforme de ces différentes étapes et consignes, d'ailleurs fort directives, se révèlent non seulement peu fécondes, mais comportent aussi le risque d'aggraver la confusion mentale chez des patients déjà passablement désorientés. Pour avoir longuement étudié et appliqué au sein d'une organisation de psychologues dénommée le GIP, Groupement d'intervention post-traumatique, et qui a déposé le bilan il y a une dizaine d'années, les techniques de débriefing du type IPPI, les membres de SOS Psy ont pu s'apercevoir qu'elles s'apparentaient largement à celles pourtant décriées par les adeptes de l'IPI du CISD, donc le protocole américain. Elles produisaient l'effet de devinettes inutilement compliquées et les victimes butaient invariablement sur leurs ramifications surabondantes au dédale labyrinthique. Ces protocoles ne manquaient pas de gêner le bon déroulement des entretiens, ils s'avéraient susceptibles d'obstruer la circulation libre d'une parole vraie, voire d'ajouter au tourment des victimes. Par conséquent, et compte tenu de la complexité alambiquée et essentiellement formaliste de ces procédures, souvent futiles et potentiellement nocives pour les patients,
le comité de recherche de SOS Psy a opté pour échafauder son propre modèle du débriefing. Voici notre conception du débriefing. D'abord les critères thérapeutiques. La condition sine qua non pour pouvoir bénéficier de cette prise en charge réside en ce que l'intéressé ait explicitement énoncé son désir de participer à une séance de débriefing. Puis, il est indiqué qu'un psychologue procède à une évaluation psychoclinique des candidats au débriefing afin de s'assurer de leur aptitude psychique à répondre aux exigences élémentaires requises pour entreprendre une telle thérapie. Le diagnostic préliminaire consiste aussi à déterminer si le patient nécessite une hospitalisation d'urgence, par exemple en cas de décompensation psychotique et ou de la présence de lésions organiques. Alors, il y a quelques spécificités méthodologiques à souligner. D'après notre expérience clinique, la méthode du débriefing complètement remaniée par nos soins se révèle la plus appropriée pour intervenir en situation d'urgence et prendre en charge des sujets qui viennent de subir un choc traumatique. Cette technique innovatrice, mise au point par SOS Psy, continue l'une des spécificités majeures de l'association et la distingue de tous les autres groupes psychocliniques dont beaucoup ont pourtant fini par s'inspirer de notre méthodologie, de notre praxéologie, voire de notre appellation. Composé de plusieurs étapes successives, le débriefing s'opère de préférence dans la limite de 72 heures suivant un événement potentiellement traumatisant, accident, agression, etc. Mais il peut aussi se montrer adapté pour soigner certains troubles psychiques de longue durée, surtout si ceux-ci ont pour cause une série relativement homogène de traumas réitérés, tels ceux issus d'une enfance calvaire, ou un traumatisme unique tel celui déclenché par une agression violente. Ainsi, si le débriefing est toujours indiqué pour traiter des traumas de type 1, c'est-à-dire un événement unique, il s'avère souvent opérant pour indiquer des traumas de type 2, tels les effets de choc répétés ou ceux précédant d'un harcèlement moral prolongé. Son objectif est de prévenir la constitution d'une pathologie post-traumatique chronique et, in fine, de permettre au patient de recouvrir sa position de sujet. Cette méthode, ses objectifs et tout ce qui entoure la conception du débriefing est détaillé dans le livre intitulé SOS Psy, le débriefing. Merci, à bientôt.